Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité et très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors, comme vous le savez, parce que rien ne vous échappe, le 11 octobre dernier, nous avons commémoré le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Événement majeur, bien évidemment, de l'histoire contemporaine de l'Église. Il suscite encore, jusqu'à nos jours, des commentaires, des interrogations et, bien évidemment, des interprétations. Or, ce n'est pas tant sur ce sujet que je souhaiterais nous emmener, mais bien sur les origines de l'événement. Pourquoi Jean XXIII a-t-il souhaité réunir les évêques du monde entier à Rome? Quelles étaient ses intentions? Est-ce que ses prédécesseurs, eux-mêmes, Pie XI, Pie XII, ont entretenu la même idée? Quelle était aussi la situation du catholicisme contemporain, après-guerre donc, ainsi que les grands mouvements intellectuels qui traversaient l'Église de l'époque? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Yvan Tranvouez et Yves Chiron. Yvan Tranvouez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite de l'université de Brest. Vous avez publié il y a 3 ou 4 ans, je crois. En 2021. En 2021. L'ivresse et le vertige, Vatican II, le moment 68 et la crise catholique, paru chez Desclés de Brouwer et chez un éditeur que nous aimons beaucoup citer parce qu'il fait un énorme travail sur l'histoire religieuse aux presses universitaires de Rennes, la puissance et l'effacement, destin du catholicisme breton, fin 19e, début 21e siècle. Nous devons avoir quelques téléspectateurs bretons et s'ils veulent comprendre l'histoire du catholicisme breton de la fin donc du 19e jusqu'à nos jours, eh bien qu'ils se procurent ce livre absolument remarquable. Yves Chiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'histoire religieuse contemporaine. Je ne sais pas s'il faut vous présenter parce que vous êtes tellement prolifique, vous avez écrit tellement d'ouvrages, vous avez publié dernièrement, c'est votre dernier ouvrage, une histoire des traditionnalistes paru aux éditions Talendier. Il y a cette histoire des conciles que j'ai utilisée pour préparer cette émission, un livre paru chez Perrin, qui est encore disponible. Il n'y a pas 36 000 livres sur l'histoire des conciles en France. Vous êtes un des seuls à vous être penché sur cette histoire et nous vous en remercions. Et bien évidemment, la dernière grande biographie consacrée à Jean XXIII, un pape inattendu, paru chez votre éditeur, donc Talendier. Alors je reste avec vous, Yves Chiron. Nous avons réalisé une émission pour savoir si le Concile Vatican II était en quelque sorte une forme de prolongation du Concile Vatican I. Alors je renvoie nos téléspectateurs à cette émission, mais je voudrais leur rafraîchir la mémoire. Est-ce que vous, Yves Chiron, vous considérez que Vatican II ne peut pas se penser sans Vatican I? Vatican I, c'est le pouvoir du pape. Vatican II serait le pouvoir des évêques? Voilà. En gros, les formules peuvent être acceptables, mais Vatican I avait quand même un vaste programme qui n'a pas pu aboutir. Et donc, on a eu 2 constitutions effectivement votées en 70. Une sur la foi, la révélation, que les théologiens, et comme un historien aussi éminent que Roger Aubert, considéraient comme une très bonne constitution d'un haut niveau théologique, doctrinal. Et puis l'autre constitution, effectivement, sur l'Église, où là, on a la fameuse mise en valeur, définition de l'infaillibilité pontificale et de la primauté du pape. Mais les événements font que ce concile est interrompu par le fait que les troupes italiennes entrent dans Rome. Donc Rome est annexée par le royaume d'Italie en 70. Et donc le pape Pie IX finalement interrompt ce concile, l'ajourne sine die. Et on avait un gros matériel qui était prêt, des projets de schéma qui étaient prêts.
Et au XXe siècle, on va y penser et essayer de reprendre ça. Mais certainement pas, je dirais, ça c'est l'idée de Pie XI, moins de Pie XII, et Jean XXIII, lui, ne veut pas du tout reprendre Vatican I. Donc en gros, c'est vrai pour le début du XXe siècle, mais pas pour Jean XXIII. Vous Oui, vouliez ajouter quelque chose? je crois que Vatican II est un concile inattendu. C'est surtout ça qui le caractérise. Et un concile dont d'ailleurs on ne va pas forcément tout de suite attendre ce qui adviendra. On est surpris d'abord par l'annonce du concile Vatican II. Je reviens vers vous, Yves Chiroux. Vous évoquez Pie XI, qui règne donc de 1923 à 1939, puis Pie XII, élu en 1939. En 1939, ils ont envisagé de réunir un concile. Il y a du personnel de la curie qui a travaillé sur la possibilité de réouvrir un concile. Oui, effectivement. C'est surtout vrai pour Pie XI. Alors Pie XI, dès sa première encyclique, donc quelques mois après son élection, évoque cette idée d'un concile. Bon, il consacre 4 paragraphes, donc c'est pas une idée en l'air qui est jetée comme ça, il y avait réfléchi forcément avant. Et dans son idée, il s'agit à la fois de continuer, de reprendre Vatican I, et puis aussi, c'est le deuxième point sur lequel il insiste, prendre en compte la situation nouvelle créée par la guerre, qui a été un bouleversement, la Première Guerre mondiale, qui a été un bouleversement considérable sur le plan politique, mais sur le plan de la société aussi. Et donc il a l'idée, voilà, d'un concile qui à la fois prolongerait, reprendrait Vatican I et répondrait, on va dire, aux attentes, aux questions de l'époque. Mais dans son idée, ça n'aurait pas été forcément un concile universel au sens où tous les évêques du monde seraient venus, mais un concile où chaque épiscopat aurait envoyé des délégués. Donc un concile plus réduit en nombre, parce qu'il savait bien qu'à cette époque, avec quelque chose comme 1200 diocèses à l'époque, des diocèses répartis sur tous les continents, ça aurait été peut-être difficile. On est en 22 lorsqu'il lance cette idée, on n'est pas en 45 ou en 58. Les moyens de communication ne sont pas les mêmes. Donc envisager une réunion des évêques du monde entier, les faire venir à Rome, c'était difficile. Mais il va tenir cette idée jusqu'en 24. Donc il va nommer une commission réduite pour étudier la question. Une commission de quelques théologiens, dont 2 Français d'ailleurs, le père Hugon et le père Lépicier. Et puis ensuite il va consulter les cardinaux de Curie. Et enfin il va consulter tous les évêques du monde entier, les cardinaux, les archevêques. Mais il les consulte non pas sur qu'est-ce que vous attendez d'un concile, mais est-ce que c'est opportun de réunir un concile qui achèverait, poursuivrait, développerait Vatican I. Et donc, ces réponses n'ont pas été étudiées de façon exhaustive pour le moment, mais en gros, on sait quand même que sur les 1200 réponses qui sont arrivées, 1200 réponses qui sont arrivées à Rome, à peu près 900 évêques étaient favorables à l'idée d'un concile. En revanche, il y avait 2 cardinaux qui étaient tout à fait hostiles, dont le cardinal Billot, jésuite français. Donc la commission. Ça, c'est Pie XI. Pie XI. Et après, il y a Pie XII, 1948, 3 ans de travaux préparatoires. Pourquoi et pour Pie XI et pour Pie XII, au fond, la volonté n'a pas abouti? Dans le cas de Pie XI, j'y reviens 2 secondes. Il a bien vu qu'il y avait des attentes et des divisions déjà qui pouvaient se faire jour. Et puis il y a aussi la réalité plutôt que. Parce qu'il arrête son projet, on va dire, en 24, il interrompt les travaux de la commission. En 24, Rome, le statut de Rome, la question romaine n'est pas résolue. Et donc, comment réunir même un concile restreint dans une ville que la papauté, à laquelle la papauté n'a pas renoncé et qui est désormais la capitale de l'Italie, la capitale du royaume d'Italie. Et donc, il voulait régler la question romaine avant d'envisager la convocation, la réunion d'un concile. Alors pour ce qui est de Pie XII... On rappelle à nos téléspectateurs que le pape se considérait comme prisonnier au Vatican depuis la fameuse perte des États pontificaux en 1870. Voilà, effectivement, les papes se considéraient comme spoliés des États pontificaux en général et de Rome en particulier. Et donc c'est Pie XI simplement qui arrivera à résoudre la question avec les accords du Latran en 29. On va dire qu'il renonce à Rome en échange...
du Vatican et de quelques compensations financières. Je me tourne vers vous, Yvan Tranvouez. On évoque la Grande Guerre, on évoque la Deuxième Guerre mondiale, on évoque les moyens de communication. Pie XII, on sait qu'il va bénir la télévision. C'est un monde qui est en mutation. Est-ce que cette mutation transforme le catholicisme ? Oui, certainement. Alors, avec peut-être un point à prendre en compte, c'est que la France, à ce moment-là, le catholicisme français apparaît, à tort ou à raison, comme un catholicisme d'avant-garde. En tout cas, il se pense comme tel. Et donc, on est dans un moment, là, disons à la fin des années 40, où il va y avoir un élan apostolique tout à fait considérable qui va apparaître. Et je crois qu'il y a peut-être 2 dates qu'il faut rappeler ici qui sont assez fondamentales. 1943 d'abord, en pleine guerre, mais c'est la sortie d'un petit livre qui s'appelle « France, pays de mission », point d'interrogation à la fin, dans lequel 2 aumôniers de la jeunesse ouvrière chrétienne, l'abbé Gaudin et l'abbé Daniel, donc s'interrogent en fait sur la déchristianisation de la France. Et ce livre va interroger beaucoup les responsables catholiques en France, et puis les militants, le clergé, etc. Et puis il y a une deuxième date, c'est 1947, lorsque est publié par le chanoine Boulard, qui était aumônier d'Action catholique, et il publie donc une carte de la pratique religieuse de la France rurale. Et là, on voit tout d'un coup, à partir des critères d'assistance à la messe ou bien de réception des Pâques, on voit se dessiner des grandes régions et donc un certain état du catholicisme français. Donc, et à partir de là, il va y avoir toute une réflexion apostolique extrêmement neuve en France. Et c'est très important ce que vous dites parce que, alors aujourd'hui, le catholicisme français n'a pas le rayonnement qu'il avait à l'époque. Oui, tout à fait, c'est très différent. Et il y a à la fois une autocompréhension par les catholiques français ils se sentent à l'avant-garde, mais il y a effectivement aussi une certaine admiration par d'autres églises nationales de ce côté effectivement avancé donc, du modèle catholique français. Il y avait aussi le livre d'Emmanuel Mounier, Feu la chrétienté, qui se posait la question de la disparition de la chrétienté. Oui, alors effectivement, Mounier, là c'est à la fin de sa vie, il est mort prématurément, comme vous le savez, en 1950, mais Mounier en effet s'interroge sur ce qu'a pu être la chrétienté en réalité, puis aussi sur la pertinence même de l'idée qui serait de restaurer une chrétienté, parce qu'il faut bien voir que depuis Léon XIII, l'un des grands mots d'ordre, c'était effectivement de refaire la chrétienté. Si on la voyait s'effriter, on voulait la refaire, c'était au fond le sens d'une part des œuvres catholiques au début du XXe siècle, mais aussi de la première action catholique spécialisée. La JOC, au départ, c'est refaire chrétiens nos frères. Hein. Nous referons chrétiens nos frères, par Jésus-Christ, nous le jurons, c'était tout ça. Oui. C'était cette ambiance-là qui était encore l'ambiance des années 30. Et tout ça va bouger après la Seconde Guerre mondiale. Je reviens vers vous, Yves Chiron. Est-ce que, là, nous parlons de la France, du terreau intellectuel qu'elle constitue pour l'Église à l'époque. Quid des autres pays? Est-ce qu'au fond, parce que je vous posais la question de savoir pourquoi l'idée de concile n'avait pas été reprise par Pie XI et par Pie XII, en tous les cas qu'elle n'a pas abouti, est-ce qu'au fond la catholicité est trop immense et trop diverse pour ne pas prendre de risques? Ça a été, on va dire, le sentiment de Pie XII, justement. Vous avez évoqué 48 tout à l'heure. On lui parle du concile dès le conclave en 39. Il y en a 2 qui lui en parlent. Il y a même un mémorandum qui a été rédigé qui circule parmi les cardinaux et la curie. Mais en 48, lui-même, si on peut dire, reprend l'idée. Il convoque Ottaviani et on met en place une commission à nouveau. Et justement, la commission qui va élaborer, on va dire, des pistes de travail, non pas des schémas, puisqu'on n'en était pas là, mais au moins des pistes de travail et des sujets à traiter. Dans les considérations qui sont faites par cette commission et les textes qui circulent, Pie XII se rend compte qu'il y a quand même des sujets qui sont sujets déjà à controverse, objets de controverse, de disputes, et
peut-être qu'il a eu effectivement peur que la mise en discussion sur la place publique dans le cadre d'un concile de tous ces thèmes crée, on va dire, des difficultés supplémentaires. Et donc il renonce à cette idée d'un concile et il va reprendre, à travers différentes encycliques ou même par le biais de la proclamation de l'Assomption, il va reprendre des pistes, des projets qui avaient été émis par la commission dont on a parlé. Est-ce que, je me retourne vers vous, Yvan Tranvoise, on évoque le catholicisme d'avant-guerre puis d'après-guerre. Est-ce qu'on assiste à une décomposition du catholicisme occidental déjà à cette époque ? Je crois non, ce serait exagéré de le dire. En tout cas, on ne le perçoit pas du tout. Alors, il y a un certain nombre d'indices de fragilité dans les chrétientés occidentales, mais je pense que le climat de l'époque est encore un climat extrêmement optimiste. Ce que l'on voit très bien, notamment en France, c'est un conflit entre différentes stratégies apostoliques. Pour le dire simplement, il y a trois grandes hypothèses. Il y a la stratégie à l'ancienne, c'est-à-dire les œuvres catholiques, donc des œuvres attachées aux paroisses, les patronages étant en quelque sorte le modèle de ce type d'apostolat. Or, les patronages, on se dit quelquefois que c'est une vieille histoire, mais c'est dans les années 50 que les patronages arrivent à leur maximum d'effectifs, à travers le sport notamment, qui se développe beaucoup à ce moment-là. Donc il y a les œuvres et les patros, pour dire vite. Et ça occupe beaucoup de monde, et ça occupe beaucoup de vicaires, à une époque où le clergé est encore abondant. Il y a une deuxième ligne qui est celle donc de l'action catholique spécialisée. Action catholique spécialisée par milieu. Donc ça, c'est la grande idée de l'abbé Guérin en France, mais de l'abbé Cardijn en Belgique auparavant. Bon, et l'action catholique spécialisée, qui était finalement encore assez confidentielle avant la Seconde Guerre mondiale, devient importante après. Et là, alors, effectivement, c'est l'idée que, au lieu de rester autour du clocher, dans la paroisse, faire gérer en quelque sorte en interne des œuvres qui fonctionnent bien, on va essayer de rencontrer le milieu social dans lequel on vit. Et puis alors, il y a une troisième hypothèse, mais dont on pourra parler après si vous voulez, mais qui est l'hypothèse missionnaire, qui va plus loin, celle donc que l'abbé Gaudin avait un peu envisagée. C'est l'idée que, au lieu de vouloir apporter quelque chose aux gens, même au plus près d'eux, il faut d'abord être à leur écoute, donc s'enfouir quelque part dans le monde nouveau tel qu'il se présente. Est-ce qu'on assiste à, et la question s'adresse aux deux, aux prémices d'un décalage entre le monde et l'Église ? Ce qui en soi est un thème, on va dire, récurrent de l'histoire de l'Église, de l'Empire romain jusqu'à nos jours. Si vous voulez, pour en revenir à votre question, mais au sujet même de l'émission, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais lorsque les évêques du monde entier sont consultés sur le concile que Jean XXIII veut, on a les réponses des évêques, elles ont été analysées en grande partie, et on voit bien que certains souhaitent que soient traitées des questions qui justement révèlent un décalage entre ce qu'enseigne l'Église et ce que vivent, on va dire, le commun des fidèles ou le commun des mortels. Je vais prendre qu'un exemple pour aller vite. C'est Monseigneur Cazot, évêque de Luçon, une vieille terre vendéenne catholique. Lui, dans ses réponses à Rome, il évoque la nécessité de redéfinir sur le plan de la doctrine le péché originel ou les fins dernières qui sont, selon lui, trop méconnues. Mais il insiste aussi sur le mariage qui lui semble une doctrine moins connue même des fidèles que ça devrait l'être. Donc des problèmes nouveaux. Et lors des travaux romains, on verra aussi surgir des questions nouvelles de ce type. Oui, mais ce même Monseigneur Cazot, en 1958, l'année du curé d'Ars, ou 59, je ne sais plus, lorsqu'on fait l'année du curé d'Ars, il est persuadé que l'avenir du clergé est assuré. Enfin, les petits séminaires sont encore bien pleins. Et donc, il y a encore une illusion à ce moment-là sur la capacité à maintenir des effectifs cléricaux. On ouvre encore des petits séminaires à la fin des années 50 qu'on fermera 10 ans plus tard. Donc, je crois qu'il faut prendre en compte dans les années 50 cette illusion quelque part maintenue par l'abondance du clergé.
Il y a bien sûr des signes d'une crise des vocations qui s'amorce. Mais elle n'est pas encore, cette crise n'est pas encore suffisamment visible pour qu'on change vraiment de stratégie. Est-ce que l'Église... Alors pourquoi je vous ai posé cette question, bien évidemment, parce qu'il y a un mot dont on va beaucoup parler pendant le Concile, c'est celui d'aggiornamento. Et cette volonté de mise à jour de l'Église. Est-ce que, au fond, ce décalage entre... Je vais poser la question différemment. Est-ce que l'Église, au fond, se considère comme une force, encore, une force sociale, ce qu'elle ne sera plus après? C'est difficile de vous répondre de manière univoque parce que si je prends la Bretagne que j'ai étudiée abondamment, on est là dans une région de chrétienté où toutes sortes d'éléments peuvent rendre les responsables catholiques confiants. Et l'Église en Bretagne, dans les années 50, est une force sociale évidente. Dans d'autres régions françaises, ça n'est plus le cas et depuis longtemps. Donc la réponse est très inégale selon la géographie. Et on imagine selon les pays, selon les pays du monde. Et alors il y a une deuxième dimension à votre question, c'est que là même où elle est une force sociale, en étant une force sociale, elle contribue à transformer de manière extrêmement forte des choses traditionnelles. Je pense par exemple au rôle joué par la jeunesse agricole catholique dans les campagnes françaises, notamment dans les régions de chrétienté. Il y a une modernisation de l'agriculture qui se fait un peu à marche forcée dans les années 50 et début des années 60, où donc les militants catholiques jouent un rôle énorme. Et cette modernisation va réussir, mais va poser ensuite des problèmes religieux, parce qu'on se demandera à quoi sert encore la religion une fois que cette transformation des campagnes a été faite, même si elle a été faite souvent avec des thèmes religieux pour la légitimer. Alors aussi, on s'inscrit dans un contexte, le contexte d'après-guerre, c'est un contexte d'une volonté de reconstruction, et en même temps, on vit dans un monde en crise qui est celui de la guerre froide. Est-ce que dans cette crise, l'Église fait figure, au fond, de flamme d'espérance, de recours, avec sa dimension morale? Est-ce que tous les catholiques sont ultramontains et font de la figure pontificale ce personnage incontournable que les médias feront plus tard? Je dirais que le monde est en crise, comme toujours. Enfin, il est en crise, effectivement, dans ces années d'après-guerre, et puis même à l'époque du Concile, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le Concile s'ouvre, je dirais, en pleine guerre froide. Pleine guerre froide, alors que le communisme est présent sur la moitié de l'Europe et persécute des églises entières. Et puis en même temps, ça c'est pour le côté occidental, on a le début des années 60, l'optimisme, l'individualisme, l'hédonisme même du début des années 60, qui vient en quelque sorte en opposition avec ce sentiment qu'on pourrait avoir d'une menace, d'une crainte, soit de la guerre, soit du communisme. Et donc le Concile est confronté à ces réalités dites tout à fait contraires ou différentes. Et on voit bien que Jean XXIII, lorsqu'il convoque le Concile, insiste sur l'unité évidemment des chrétiens, sur la vérité, il ne faut pas l'oublier, la vérité de la foi exposée à défendre, à développer, etc. Et puis sur la paix. Le Concile doit ouvrir un chemin vers la paix, tendre, y compris par des efforts diplomatiques, à établir une paix plus large, dialoguer avec le monde communiste, etc. Mais, je voudrais revenir un peu sur Pie XII, parce que je crois d'abord qu'il faut se méfier d'un regard qui nous viendrait d'aujourd'hui. Quand on pense à Pie XII, on a tous l'image du pape qui a été mis en cause pour son attitude vis-à-vis des Juifs. Il faut bien voir que cette controverse-là, elle est postérieure. C'est en 1963 qu'elle intervient. Donc l'image de Pie XII, dans le catholicisme, je dirais, elle est quand même plutôt positive, mais pas dans tous les secteurs du catholicisme. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup à ce moment-là, c'est une sorte de divorce qui commence à se manifester entre, je dirais, les simples fidèles et les militants. On voit bien comment, sur le plan politique, puisqu'on évoque ça à l'instant, on a des fidèles qui sont largement à droite, pour dire vite, mais on a toute une aile marchande du catholicisme en France qui est en train de passer à gauche.
et quelquefois très à gauche, puisque on a même certains catholiques qui vont être des compagnons de route du Parti communiste au début des années 50. Donc il y a des contradictions à l'intérieur du monde catholique. Et ça, évidemment, ça veut dire aussi qu'il y aura des images disparates de Pie XII. Il est évident que les chrétiens progressistes, comme on les appelle, n'ont pas une très bonne image de ce pape qui, en plus, a proclamé le dogme de l'Assomption, et qui, et pour eux, le culte marial contribue, est mobilisé quelque part dans la défense de l'Occident contre l'URSS. Il y a une sorte de vision du culte marial comme étant effectivement là engagé dans la guerre froide et dans un certain camp, vous voyez. Alors vous utilisez un terme qui est extrêmement important, qui est celui de progressisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre lecture du catholicisme, enfin ce n'est pas notre lecture, surtout pas chez KTO, mais une lecture médiatique qui consiste à opposer les progressistes aux conservateurs. Est-ce que cette dichotomie, ce côté, cette vision binaire, eh bien, existait après-guerre, ou au fond, c'était, je ne veux pas dire des discussions de salon, mais ça restait, voilà, non pas de salon, mais universitaire. On va pas, je vais pas dénigrer voilà. Est-ce que à la fois le progressisme et le conservatisme étaient présents dans les débats au sein de l'Église, et est-ce qu'ils avaient une portée médiatique? Oui, alors ils ont une portée médiatique, notamment, parce que à travers l'affaire des prêtres ouvriers en 1954. Alors, on est là dans une rencontre bien intéressante, si vous voulez, entre une idée apostolique, l'idée missionnaire que j'évoquais tout à l'heure, donc des prêtres qui se font ouvriers pour être en effet au contact de la masse et qui ont une stratégie d'enfouissement plutôt que de... il ne s'agit plus de prêcher directement l'évangile, il faut d'abord s'enfouir, être à l'écoute du monde. Témoigner, c'est même presque déjà... avant même de témoigner, il faut s'enfouir. Donc, cette ligne-là, eh bien, elle va amener donc à une proximité avec les communistes, souvent, parce que dans les usines, en effet, le Parti communiste est très fort, il a CGT. Et donc là, on voit comment il y aura là, si on veut, une minorité de gens, mais dont l'évocation médiatique sera forte lorsque l'expérience sera arrêtée par Pie XII en 1954. Donc, ce sont des milieux peu nombreux numériquement, peu nombreux, peu importants, mais qui ont une importance considérable sur le plan de l'écho. François Mauriac considérera à l'arrêt des prêtres ouvriers que c'est toute l'Église de France qui est atteinte. Mais si je peux ajouter un mot, Roncalli, donc le futur Jean XXIII, qui est nonce en France à cette époque, lui est très réticent, très réservé sur cette expérience des prêtres ouvriers. Donc il se trouve qu'il est nommé à Venise avant la condamnation, quelques mois avant, donc il n'est pas partie prenante directement dans la condamnation, mais lui il est très réticent, il rencontre des prêtres ouvriers, etc., mais il a peur que l'image sacerdotale soit abîmée, ou même trahie par ces prêtres. Alors justement, Roncalli devient pape sous le nom de Jean XXIII en 1958. Qui est ce personnage? Quel type de personnage est-il? Est-ce que c'est un politique? Est-ce que c'est un diplomate? Est-ce que c'est au contraire un pasteur? Je dirais que c'est les trois à la fois, effectivement. Il commence sa carrière à la curie, à la propaganda fide, aux missions, etc. Et puis, suite à quelques difficultés, il est envoyé comme visiteur apostolique en Bulgarie. Il va y rester 10 ans, et là, il entre en contact avec à la fois des catholiques orientaux et puis des orthodoxes. Ensuite, il est envoyé comme délégué apostolique en Turquie. Il va y rester 8 ans. Ce qui n'est pas une promotion, parce que la Turquie, c'est pas... c'est pas une promotion, mais il y avait la Grèce aussi avec, la Grèce. Mais il se trouve que les circonstances historiques vont faire que ça va être un poste important parce que, à cause de la guerre, voilà. Et là aussi, il est en contact avec les orthodoxes grecs, il découvre le monde musulman, etc. Et ensuite, il est envoyé en France. Mission délicate, puisqu'on est à la Libération. Il va y rester de 44 à 53. Mission délicate par rapport aux autorités civiles, par rapport aux questions de l'épuration, y compris du clergé, y compris des évêques. Et il va s'en tirer, je trouve, très bien. Et puis,
prendre contact avec beaucoup d'évêques, donc il va devenir une personnalité de l'Église de France. Et en 53, enfin, il est nommé patriarche de Venise. Donc le diplomate qu'il a été pendant 20 ans a la responsabilité désormais d'un grand diocèse. Et donc il est à la fois diplomate, oui, mais aussi pasteur, parce que à Venise, il va prendre évidemment sa charge à cœur et il va déployer une activité importante. Jusqu'en 58, où effectivement il est élu pape. Il est élu rapidement ? Non, parce qu'il est élu au 11e scrutin, ce qui est quand même beaucoup au XXe siècle. Vous voyez, 11 votes. Il n'y avait pas beaucoup de cardinaux, si mes souvenirs sont bons. Oui, effectivement, il n'avait... Parce que Pie XII avait... Il n'aimait pas les têtes nouvelles. On va dire qu'il avait... Voilà, il s'était arrêté de créer des cardinaux assez tôt, à la différence d'autres papes. Et donc on a 51 évêques en conclave, et lui, il est élu à la fin, donc au 11e tour, avec 35 voix, c'est-à-dire, 36 voix. C'est-à-dire une de plus que la majorité des 2 tiers requises. Donc c'est pas, on va dire, une élection triomphale. Une élection triomphale. Alors il y a plusieurs éléments qui l'ont favorisé. Bon, ça c'est le schéma classique, comme il avait 76 ans, pape de transition, bon peut-être, mais pour certains peut-être, oui. Mais il y a aussi le fait que il avait une expérience à la fois de diplomate dans le contexte de guerre froide, etc. C'était important. Une expérience de pasteur bien connue en Italie. Et puis il y avait aussi le fait que Montini, Monseigneur Montini, qui était archevêque de Milan, mais qui n'était pas cardinal, donc qui n'avait pas pu participer au conclave, était quand même considéré comme un pape possible. Et donc, en quelque sorte, pour certains, ça a été, on élit Roncalli, puis ensuite on élira Montini. Et enfin, dernier point, mais j'arrête là. Je vous en prie, il y avait aussi, je dirais, comment dirais-je, l'écurie de Pie XII, enfin les poulains de Pie XII, qui auraient bien aimé, évidemment, poursuivre dans cette lignée, et notamment le cardinal Siri, qui était un jeune cardinal à l'époque. Et donc, certains ont préféré voter Roncalli que voter pour... quelqu'un qui aurait été finalement, selon eux, dans la continuité directe de Pie XII. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté de rupture ? On a eu Pie X, après on a eu Benoît XV, après on a eu Pie XI, Pie XII. Là, on a un Jean XXIII, des Jean XXIII, le dernier daté du grand schisme d'Occident. Oui, c'était un antipape. C'était un antipape, ce qui en soi était un risque de prendre le nom d'un antipape. Non, mais il a voulu, je dirais, rompre au moins dans les noms avec la succession d'Épis, c'est sûr. Et puis bon, arrive le concile, l'idée du concile. Alors on va y revenir après. Quelle est, dans vos recherches sur la Bretagne, dans la puissance et l'effacement, quelle est la place du pape ? Elle est importante dans tous les documents que vous avez consultés ? On a un catholicisme là effectivement très, très ultramontain. Ça se voit, très concrètement souvent l'admiration qu'on peut avoir pour le pape et puis simplement l'obéissance. Le pape est une figure importante. Maintenant, je suis pas sûr que, ça soit les préoccupations premières, si vous voulez, de ces catholiques que j'observe en Bretagne. Moi, ce qui me frappe quand je regarde le catholicisme des années 50 en Bretagne, c'est, je dirais, toute une série de choses qui marchent très concrètement au niveau des paroisses, toute une activité qui se fait, je dirais, normalement. Et par contre, alors, puisqu'on parle de hiérarchie, un grand attachement aux évêques. C'est surtout l'évêque qui compte là pour le fidèle, si vous voulez. Le pape, c'est une image plus lointaine. Par contre, des évêques extrêmement importants et des évêques qui sont souvent des personnalités qui marquent leur diocèse. Et là aussi, bien sûr, ce sera la question que posera ensuite le Concile. Est-ce que, lorsqu'on passera à la collégialité, il y a peut-être des choses qui vont changer. Mais là, on a des grandes figures épiscopales auxquelles on se réfère, et on se référera encore longtemps après. Oui. Alors, on en vient, Yves Chiron, au projet, puisque Jean XXIII annonce le projet. Il n'annonce pas le concile, mais le projet du concile, réunir un concile. C'était le 25 janvier 1959. Que sait-on de la scène ? Est-ce que c'est une stupéfaction ? Je dirais d'abord que
enfin sans tout le respect dû à sa mémoire évidemment, mais Jean XXIII a un peu, on va dire, sublimé, surnaturalisé, je veux dire, cette idée du concile. À le lire, enfin à l'écouter, parce qu'il l'a dit, donc ça a été publié ensuite, ça aurait été une sorte d'inspiration subite chez lui. Il raconte qu'il était en discussion avec son secrétaire d'État quelques jours auparavant, Tardini, et donc voilà, l'idée du concile aurait surgi comme une sorte de révélation de ce qu'il fallait faire pour l'Église d'aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est une reconstruction, hein, je ne dis pas que c'est un mythe, mais c'est une reconstruction un peu rapide, surnaturelle, poétique, comme vous voulez, d'une idée qui finalement germe depuis longtemps, hein, on l'a vu avec Pie XII, Pie XI avant lui, et qui est même une idée qui est présentée au pape lui-même à la fin du conclave. Et donc les deux qui lui présentent l'idée d'un concile, c'est Ottaviani, qui dirigeait la commission à l'époque de Pie XII. Qui est plutôt traditionnaliste. Voilà. Et puis c'est, j'oublie son nom, Ruffini, qui lui avait présenté déjà l'idée à Pie XII à la fin du conclave. Donc en gros, Ruffini revient à la charge et Ottaviani reprend l'idée qu'il avait déjà essayé. Parce qu'Ottaviani avait travaillé 3 ans sur les trains. Donc vous voyez, l'idée du concile n'est vraiment pas nouvelle au sens où ça serait tout à coup une sorte de révélation. Non, on en parle au sein même du conclave après l'élection. Ruffini reviendra voir Jean XXIII pour évoquer à nouveau la chose. Et Jean XXIII en parle effectivement avec Tardini, mais dès novembre. Enfin, si on prend une chronologie très précise. Donc en fait, on voit bien que ce qui est annoncé le 25 janvier, c'est une idée qui est arrivée à maturation, une décision qui est prise de façon ferme et définitive par Jean XXIII. Alors, oui, Yvan Trouvel. Mais à la base, il y a une surprise. J'en trouve un témoignage intéressant chez le jeune Bernard Béret, le futur prieur de Beaucain, qui est à ce moment-là étudiant à Rome et qui raconte que le jour où c'est annoncé, je crois que c'est à Saint-Paul hors les murs, et donc il est là avec un certain nombre de jeunes moines cisterciens en formation à Rome, et il dit l'enthousiasme que ça crée, et vraiment le côté inattendu. Alors il raconte que tout le monde, on jette les chapeaux en l'air, on crie Viva il Papa, et puis voilà, il y a effectivement ce côté de surprise. Et par contre après, je crois que l'effet un peu retombe. Et pour reprendre ce qu'on évoquait tout à l'heure, 59, là, c'est janvier, donc, mais quelques mois plus tard, ce pape qui vient d'annoncer un concile va s'opposer à la reprise, à l'éventuelle reprise de l'expérience des prêtres ouvriers. Et donc on va avoir, dans les côtés les plus avancés, si on peut dire, les plus à gauche du catholicisme français, une grande déception sur ce terrain. Alors, il y a une autre image, puisque vous évoquiez l'image. Il y a le secrétaire Capovilla qui dit que quand on demandait à Jean XXIII pourquoi il réunissait un concile, il se dirigeait vers la fenêtre et il l'ouvrait. Il ouvrait cette fenêtre. Or, Concilière Capovilla a dit que Jean XXIII détestait les courants d'air et que cette image était fausse. Donc, est-ce que cette image, finalement, est vraie ? Et si elle est fausse, malgré tout, est-ce qu'il y a une intention chez Jean XXIII, au fond, de dépoussiérer l'Église comme l'image en est restée après ? Oui, enfin, on a aussi, datant vraiment de cette époque, le témoignage de Jean Guiton, où le pape lui expose de façon, on va dire, plus familière qu'il ne l'a fait dans ses discours publics, ce qu'il attend du concile. Et donc, effectivement, l'idée d'une ouverture, etc. Mais dès l'annonce de janvier 59, il emploie le terme que vous évoquiez tout à l'heure, d'aggiornamento, de mise à jour. Alors il le fait non pas pour le concile, mais pour le code de droit canon, parce qu'il annonce le concile, un synode romain et l'aggiornamento du code de droit canon. Et ensuite le terme, il va le reprendre très souvent. On a pu établir, enfin en cherchant sur le site du Vatican, on voit qu'il emploie le terme 18 fois pendant les 3 ans de son pontificat. L'idée qu'il faut faire une mise à jour. Alors dans son idée, c'est pas une remise en cause, c'est présenter de façon nouvelle, on va dire, les vérités éternelles, la doctrine de toujours, etc. C'est le côté pastoral du concile ? Oui.
avec aussi l'idée quand même qui là n'existait pas dans les projets antérieurs évidemment, l'idée aussi que le concile doit œuvrer à l'unité des chrétiens. Évidemment ça, Jean XXIII y est attaché fortement, ça remonte à ses expériences et à son vécu en Bulgarie, en Turquie, en Grèce. Et donc à un moment dans sa première encyclique, il définit le concile comme devant travailler à la vérité, à la paix, à l'unité, dans la charité. Ben, on a les 4 mots qu'il s'agit de faire coïncider, cohabiter ensemble. Souvent, donc, on va insister sur l'unité, mais pour Jean XXIII, il y avait aussi la vérité qui était importante. Bon, on va dire l'enthousiasme retombe sans doute, mais le travail est lancé, la machine est lancée. Et en 59, on a quand même des choses importantes qui se mettent en place, notamment une commission anté-préparatoire qui va consulter les évêques du monde entier. Alors on va revenir à ce travail, même si il nous reste qu'une douzaine de minutes. Aggiornamento, est-ce que c'est pas cette idée de mise à jour, une sorte de mot valise où chacun met ce qu'il souhaite mettre au fond? Ça sera le cas après, certainement. Mais je crois que l'idée d'un concile pastoral, lui, en effet, c'est essentiel. C'est intéressant, mais le problème, c'est que ça laisse de côté une question beaucoup plus troublante qui remonte au début du XXe siècle, qui est la question moderniste. C'est-à-dire qu'au fond, on va beaucoup penser le concile comme une manière de présenter mieux le discours de l'Église. De dialoguer avec le monde? Oui, ou en tout cas d'être plus efficace dans la présentation de ce discours au monde. Et on va peut-être oublier les questions de fond qui sont posées à la fois elles-mêmes depuis la crise moderniste donc des années 1900, et questions qui n'ont jamais été résolues, qui étaient à l'époque des questions limitées à la communauté savante et qui vont devenir des questions générales, si on peut dire, dans les années 60. Et donc cette question de fond, là, va être un peu occultée par le souci, en effet, d'améliorer l'emballage de la présentation de la foi. Mais ce côté pastoral sur lequel on a insisté dans le Concile va peut-être être un peu une illusion. On va faire une église souriante, si vous voulez, mais cette église souriante ne sera pas forcément mieux comprise. Yves Chiron, vous évoquiez les travaux préparatoires. Alors on parle toujours des schémas préparatoires par la curie, mais est-ce que cette curie travaille avec les évêques? Et que disent les évêques? Est-ce qu'ils ont cet enthousiasme dont on parlait tout à l'heure? Ou au contraire, ils freinent des cas de fer, ils ont un peu peur? En fait, il y a 2 niveaux. Il y a d'une part la consultation qui est faite en 59 auprès de tous les évêques du monde entier, hein, et on a leurs réponses. Il y a 2109 réponses exactement sur 2200 évêques. Donc on sait exactement ce que chacun demandait, souhaitait, aspirait. Et c'est très intéressant, à différents points de vue, notamment de voir les réponses de ceux qui constitueront plus tard la minorité. Et donc ça, ces réponses... Rome les a prises en compte, les a étudiées, c'est même pour ça qu'on les édite dès cette époque. Mais en même temps, il y a un travail qui va se faire de préparation par les commissions. Et donc, si vous voulez, c'est pas la curie qui a préparé les schémas qui vont être étudiés au concile. Ce sont ces commissions, sous l'autorité d'une commission centrale préparatoire, qui a préparé les schémas. Donc, il ne faut pas, comme parfois on aura tendance à le faire, à opposer... un concile des schémas trop traditionnels que le concile rejette, parce qu'en fait, ceux qui ont fait les schémas, ceux qui ont rédigé les schémas, ce sont ceux qui participent au concile plus tard, même si il y avait beaucoup plus d'évêques. Et cette commission centrale préparatoire, il y a des cardinaux, il y a des évêques résidentiels, et puis en tant que consulteurs, il y a des théologiens. Et là, on a des théologiens très divers. Donc on a des théologiens comme Congar ou Lubac, qui ont été sanctionnés, si on peut dire, sous Pie XII. Et puis on a des théologiens très traditionnels, très attachés à la théologie romaine, comme le père Gagnebet, dominicain. Et donc le père Gagnebet expliquait par exemple qu'on a fait venir dans cette commission théologique préparatoire les condamnés sous Pie XII pour justement qu'ils ne se répandent pas en critique pour un travail auquel finalement ils auront participé. Mais les schémas, effectivement, seront en grande partie
on va dire, rejeté par le Concile, c'est sûr. C'est un point intéressant d'ailleurs, parce que je crois que c'est là qu'on voit la force de l'événement au sens strict, quoi. Il y a une préparation, et puis il y a un moment donné où lorsque le Concile s'ouvre, où les choses tournent autrement, et sans qu'on puisse le prévoir absolument. En effet, avec des acteurs qui se retrouvent dans des circonstances de rassemblement général des évêques, d'un coup, avec des positions nouvelles qui se manifestent. Mais, l'événement, là, est considérable. Mais je pense qu'effectivement, entre l'annonce du Concile en janvier 59 et l'ouverture du Concile en 62, les esprits ont été changés. Les esprits, je dirais, en général, des fidèles, des évêques. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas. Je me permets de vous couper parce qu'il nous reste 6 minutes. Et il y a une idée que vous avez développée, notamment dans votre ouvrage sur l'histoire des conciles, dans Jean 23, c'est ce qu'on vous appelez le périconcile. Qu'est-ce donc que ce périconcile ? Bon, c'est un néologisme, on va dire, que j'ai inventé pour essayer de désigner une réalité. Alors, mettons, de Lubac avait parlé d'un paraconcile, mais c'est pas la même chose. Le périconcile, pour moi, c'est l'expression par des conférences, des lettres pastorales d'évêques, des ouvrages de théologiens, etc. Donc un travail qui se fait dès l'annonce du concile, et en 59, on voit se multiplier les articles, les conférences, et qui va durer jusqu'au concile, et qui ensuite se prolongera pendant le concile lui-même. Et donc c'est un matériau très divers, qui est exprimé par des théologiens, des évêques, des cardinaux, qui est en marge du concile, non pas contre lui, mais justement pour le préparer, pour transformer les esprits avant la réunion du concile. Et de cette façon, on a par exemple un livre comme celui de Hans Küng, qui à l'époque était un jeune théologien, Concile et retour à l'unité, un livre qui est traduit en plusieurs langues aussitôt, qui date de 59, et où Küng commence à exposer les idées qui lui resteront chères de réforme de l'Église, avec l'idée centrale que le Concile doit favoriser évidemment l'unité des chrétiens en se réformant. Et donc c'est vrai en France, mais c'est vrai dans d'autres pays, on a une multiplication vraiment de conférences, d'articles, de livres. C'est ça le périconcile, c'est ce qui a lieu avant le Concile et ensuite en parallèle au Concile. Jean 23 savait qu'il était malade quand il a ouvert le concile. Quand il a annoncé l'ouverture d'un concile. C'est difficile d'être dans le secret de la santé des papes, mais on va dire que non, quand on sent en janvier 59, et il sait bien son âge, mais il ne se sait pas encore malade comme il le sera plus tard. Et effectivement, quand en 62 il ouvre le concile, là oui, bien sûr. Mais en 59, non. Le concile s'ouvre avec de grandes espérances, on en a parlé tout à l'heure, mais j'allais dire, est-ce que ces espérances viennent des fidèles catholiques et du monde lui-même ? Est-ce que le monde attend de la part du concile à son ouverture de grandes choses ? Je n'en suis pas persuadé. Le père Pouilly a dit plus tard, le monde n'attend rien de l'Église et l'Église croit que le monde attend quelque chose. Donc c'était un petit peu caricatural, c'était 10 ans après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une conjoncture générale qui est favorable. J'ai évoqué tout à l'heure une Église souriante, mais moi j'ai toujours été frappé du fait que Jean 23, c'est aussi Kennedy, si vous voulez, en même temps. Vous voyez, c'est l'époque où on parle aussi de vaincre le sous-développement. On est dans une conjoncture... Un optimisme. Optimiste, qui va se renverser très vite, qui va se renverser au milieu de la décennie 60. Mais au début des années 60, on a cet optimisme, je crois, qui n'est pas propre à la situation interne de l'Église, mais qui va profiter, si je peux dire, à la conjoncture conciliaire. Yves Chiron. Oui, je suis d'accord avec cette vue-là, en considérant que le Concile lui-même a entretenu, je dirais, l'ambiance optimiste ou le climat positif de l'époque. Y compris sur le plan diplomatique, parce qu'on a des interventions de Jean 23 à propos de Cuba, etc. Mais considérer aussi que le Concile, en tant qu'événement, va transformer, on va dire, l'esprit, la mentalité, les raisonnements de beaucoup d'évêques aussi. Est-ce que, du coup, le Concile est considéré par certains, et là encore je distingue les fidèles catholiques, la hiérarchie catholique du monde, est-ce que certains le voient comme une volonté de rupture ou au contraire
dans les intentions que vous donniez tout à l'heure de Jean 23 ? Si vous voulez, les attentes qu'on a par rapport au concile chez les fidèles sont alimentées par l'air ambiant, ce que dit le curé en paroisse, ce qu'on lit dans les journaux. Parce que aujourd'hui, la religion ou la vie de l'Église tient une place très réduite dans les journaux. Vous regardez Le Monde, l'information religieuse est très réduite. Mais dans les années 60, les années 50, on a, y compris à propos du concile ou même des travaux préparateurs du concile, un flot d'articles soit de tribunes accordées à des prêtres ou à des évêques, des théologiens, soit d'articles d'information qui font que c'est un sujet qui est examiné et débattu, même chez, on va dire, les non-catholiques ou les non-pratiquants. Oui. Vous vouliez ajouter ? Non, tout à fait. Je crois que c'est la place du catholicisme dans les organes d'information et sans commune mesure avec ce qu'on imagine aujourd'hui. Parce que je reviens à cette question, une attente de rupture de la part des fidèles catholiques bretons, par exemple, que vous avez étudié, ou voilà l'idée que l'Église c'est aussi un espace de débat. Où se posent les questions, où on discute, tel que vous l'avez présenté, vous, Yves Chiron. Je distinguerais vraiment la partie militante et la partie des fidèles ordinaires. Si vous voulez. Je crois que les fidèles, ils vont voir un certain nombre de choses changer, ils vont être un peu surpris, sidérés quelquefois. Par contre, il y a une attente très forte chez les militants, et alors là, dans un militantisme qui représente comme du monde, c'est-à-dire l'action catholique spécialisée. Vraiment, je crois que le Concile a répondu à des attentes très fortes dans ces mouvements d'action catholique, aussi bien de jeunesse qu'adultes. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. La puissance et l'effacement, destin du catholicisme breton, Yvan Tranvouez, paru aux presses universitaires de Rennes. Je le répète, les presses universitaires de Rennes font un excellent travail dans l'histoire religieuse, et il y a aussi l'ivresse et le vertige, Vatican II, le moment 68 et la crise catholique, paru chez Desclés de Brouwer, donc toujours Yvan Tranvouez. Et vous, Yves Chiron, une histoire des conciles, un classique paru chez Perrin, très accessible, tous les conciles des origines à nos jours. Et puis la dernière grande biographie de Jean 23, vous en êtes l'auteur, paru chez Talandier. Donc Jean 23, un pape inattendu, et je cite votre dernier ouvrage, l'histoire des traditionalistes chez Talandier. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com pour voir nos archives. Nous avons évoqué l'émission au début sur la continuité entre le Concile Vatican I et le Concile Vatican II. J'avais reçu à cette époque Guillaume Cuchet et Grégory Vaimbé. Et si vous souhaitez, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à vous rendre sur storiavoce.com, notre partenaire. Il me reste à vous remercier. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.